Le petit village de Clerval s'étirait entre les collines, lové dans une brume matinale que le soleil peinait à dissiper. Ici, le temps semblait s'écouler différemment, marqué par la routine des habitants, les cloches de l'église et le murmure du ruisseau qui serpentait à travers les champs. Ce matin-là, pourtant, une tension inhabituelle pesait dans l'air, comme un voile invisible qui étouffait les premières heures du jour. Au cœur de ce silence pesant, la découverte du corps sans vie de Mireille Dubois allait briser cette tranquillité apparente. Le village de Clerval s'étirait mollement entre deux collines, comme endormi dans la brume grise d'un matin d'automne. Les rues pavées, autrefois animées par le pas pressé des habitants allant à la messe ou au marché, étaient étrangement désertes. Seul un vent léger faisait bruisser les feuilles des arbres, et le murmure lointain du ruisseau semblait plus sombre, presque menaçant. À la lisière du village, la maison de Mireille Dubois se dressait, isolée, sur un terrain en pente douce, encadré par des vieux chênes aux branches noueuses. La bâtisse en pierre semblait figée dans le temps, aussi immuable que le village lui-même. Pourtant, ce jour-là, derrière ses volets clos, un drame allait éclater et briser cette apparente sérénité. Mireille, une femme dans la cinquantaine, connue pour sa discrétion et sa générosité, était retrouvée morte dans sa cuisine. Son corps gisait là, inerte, sur le carrelage froid, le visage figé dans une expression d'angoisse muette. Une seule main tendue vers une vieille photo posée sur le buffet semblait vouloir témoigner d'un dernier message silencieux. L'annonce du meurtre s'était répandue comme une traînée de poudre, plongeant le village dans une stupeur collective. Les habitants, un mélange de vieillards au regard fatigué, de jeunes couples et d'artisans, se rassemblaient dans les cafés, murmurant à voix basse, jetant des regards suspicieux les uns aux autres. Qui pouvait bien vouloir du mal à Mireille? Pourquoi ici, dans ce havre de paix oublié du temps? Au centre de cette tourmente, un homme solitaire, aux traits marqués par les ans et le poids des souvenirs, venait d'arriver au village. Julien Marceau, détective privé, avait toujours évité les lieux trop bruyants, les villes enfiévrées. Le calme pesant de Clerval semblait à la fois un refuge et un piège. Sa silhouette longiligne, vêtue d'un manteau sombre, s'avançait lentement sur la place principale, où il croisa des regards méfiants. Personne ici ne connaissait vraiment Julien, et il préférait garder ce mystère. Ancien policier dans la capitale, il avait choisi cette vie recluse pour fuir ses propres démons, un passé chargé d'erreurs et de douleurs. Mais le meurtre de Mireille allait le contraindre à sortir de son silence. Julien franchit le seuil de la maison de Mireille. L'odeur âcre du sang mêlée à celle des épices renversées flottait dans l'air. Il observa chaque détail avec attention, la disposition des meubles, les traces au sol, la photo sur le buffet, une image jaunie où Mireille souriait, entourée de deux enfants dont les visages avaient été soigneusement effacés. Il sentit alors poindre un malaise. Ce meurtre n'était pas un hasard. Il portait la marque d'une machination sourde, une volonté de détruire bien plus que la vie d'une femme. Au fil des heures, alors que la nuit enveloppait Clerval, Julien commença à sonder le passé de Mireille, questionnant les voisins, les commerçants, recoupant les indices comme un puzzle aux pièces dissimulées. Les secrets du village, soigneusement enfouis sous une couche de normalité, se dévoilaient peu à peu. Rivalités anciennes, jalousies secrètes, amour défendu, et une mystérieuse disparition survenue 10 ans plus tôt. Chaque rencontre devenait un jeu de dupes, où vérité et mensonge se mêlaient. Julien sentait la pression monter, tandis qu'il s'enfonçait dans un labyrinthe psychologique où chacun pouvait être à la fois victime et coupable. La nuit avançait, et dans la lumière blafarde de la lampe de bureau, Julien se plongeait dans ses notes, les yeux fatigués, le cœur serré. Le village, pourtant si calme, vibrait d'un souffle malsain. Et dans l'ombre, une présence invisible tissait sa toile, prête à frapper de nouveau. Le lendemain matin, le village semblait presque normal. Le soleil d'automne projetait une lumière douce sur les toits en ardoise et les façades de pierre, mais dans les cœurs, une ombre persistait. Julien Marceau s'installa dans le petit café du village, un lieu modeste tenu par Jeanne, une femme au visage marqué par la vie et l'habitude de tout voir, tout entendre. « Vous êtes nouveau ici » dit-elle d'une voix rauque, en lui servant un café noir. « Je suis détective » répondit-il simplement. « Je travaille sur le meurtre de Madame Dubois. » Le silence qui suivit en disait long. « Ici, dit-elle lentement, on préfère oublier. Les histoires du passé, elles reviennent toujours vous hanter. » Julien hocha la tête. Il avait l'habitude de ce genre d'avertissement, mais à Clerval, il sentait qu'il y avait plus qu'un simple meurtre. Dans la matinée, il rendit visite à la mairie. Le maire, un homme rondouillard nommé Gérard Lefebvre, le reçut avec une certaine froideur.
Mireille était une femme discrète, déclara-t-il. Pas d'ennemi connu. C'est un choc pour nous tous. Pourtant, vous semblez cacher quelque chose, observa Julien. Des tensions, peut-être? Vous ne comprenez pas, ce village vit de secrets. Certains ne veulent pas qu'ils soient dévoilés. Julien sentit la porte se refermer sur lui, mais il avait besoin d'en savoir plus. L'après-midi, il décida de revoir le lieu du crime. En examinant la maison de Mireille, il remarqua des détails qui lui avaient échappé la veille, une petite porte dérobée derrière la cuisine, dissimulée par un vieux rideau poussiéreux. Avec précaution, il poussa la porte. Derrière, un escalier étroit descendait vers une cave sombre. L'air y était frais, chargé d'humidité. Au fond, il trouva une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies anciennes, et un carnet de cuir où Mireille avait apparemment consigné ses pensées. Les mots étaient énigmatiques, mêlant souvenirs douloureux, menaces voilées, et des références à un certain elle, une figure qui semblait peser lourdement sur son passé. De retour au village, Julien interrogea des proches de Mireille. Certains parlaient d'un amour perdu, d'autres d'un secret de famille. Mais tous semblaient éviter le sujet, elle, comme la peste. Une adolescente, Léa, la petite fille de Mireille, osa enfin lui parler. Grand-mère était bouleversée ces derniers temps. Elle disait que quelqu'un voulait la faire taire. Elle avait peur. Mais je ne sais pas qui. Julien sentit la vérité s'éloigner, comme un mirage fragile. Les jours suivants, les indices se succédaient, mais chaque découverte ouvrait la porte à de nouvelles questions. Une rivalité ancienne entre deux familles, des trahisons amoureuses, et surtout cette mystérieuse disparition survenue 10 ans auparavant, celle d'une jeune femme nommée Élise. Julien comprit que tout était lié. Mireille n'avait pas seulement été victime d'un meurtre. Elle avait été piégée dans un jeu de manipulation psychologique où les apparences étaient mortelles. Un soir, alors qu'il relisait le carnet de Mireille, Julien fut interrompu par un coup frappé à la porte. Sur le seuil, une silhouette se dessina dans l'obscurité. « Vous cherchez la vérité, détective ? Qui êtes-vous ? » « Quelqu'un qui connaît les secrets de Clerval. » Mais attention, certains mystères ne doivent jamais être révélés. Un souffle glacé parcourut la pièce. Julien sentit que l'ombre du passé était prête à tout pour garder ses secrets enfouis. La silhouette s'avança dans la faible lumière. C'était un homme au regard perçant, le visage marqué par des années de lutte intérieure. « Je m'appelle Antoine Vasseur, » murmura-t-il. Ancien ami de Mireille. Julien fronça les sourcils. « Pourquoi vous manifestez maintenant ? » « Parce que le passé revient toujours, et cette fois, il vous a choisi. » Antoine entra, refermant la porte derrière lui. « Mireille m'a confié beaucoup de choses avant de mourir, » poursuivit-il. « Des secrets qui pourraient détruire des vies. » Julien lui fit signe de s'asseoir. « Parlez. » Antoine raconta alors une histoire que Julien avait du mal à croire. Il y avait 10 ans, Élise, la jeune femme disparue, avait été la maîtresse d'un homme influent du village, un homme prêt à tout pour protéger sa réputation. Mireille avait découvert cette liaison et avait tenté d'exposer la vérité, mais on l'avait menacée, intimidée. Elle était sur le point de révéler l'identité de cet homme, dit Antoine, avant que tout bascule. Julien sentit la tension monter d'un cran. Vous pensez que ce meurtre est lié à cette histoire ? Plus que ça. Mireille était devenue une menace. Le lendemain, Julien retourna voir Gérard Lefebvre à la mairie, cette fois avec plus de détermination. « Je sais que vous cachez quelque chose à propos d'Élise, » insista Julien. « Vous jouez avec le feu, détective, » rétorqua le maire, la voix ferme. « Ce village ne supporte pas qu'on fouille dans ses plaies. » Mais Julien avait percé l'épais mur du silence. Il n'allait pas reculer. Alors que le jour déclinait, Julien reçut un appel anonyme. « Arrêtez votre enquête, ou vous le regretterez. » La menace ne fit que renforcer sa volonté. Il devait comprendre, peu importe le prix. Cette nuit-là, il retourna à la maison de Mireille pour examiner une dernière fois le carnet. Une phrase attira son attention. Le mal ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on refuse de voir. Un frisson lui parcourut l'échine. Il y trouva aussi une clé, cachée dans une petite poche secrète. Le lendemain, Julien suivit une piste qui le mena à une vieille ferme abandonnée à la lisière du village. La clé ouvrit une porte grinçante donnant sur une pièce secrète. Là, il découvrit des preuves accablantes, des documents,
des photos compromettantes, des lettres de menaces adressées à Mireille, et surtout, un journal intime qui appartenait à Élise. En lisant les pages, Julien plongea dans les pensées torturées d'Élise, dévoilant un réseau complexe de manipulation, de chantage et de trahison. Le village paisible de Clerval n'était plus qu'un théâtre d'ombres et de secrets enfouis. Julien savait que la vérité était à portée de main, mais qu'elle risquait de faire exploser tout ce qu'il restait d'illusion. Julien referma doucement le journal intime d'Élise. Ses pages tremblaient encore du poids des secrets qu'elle renfermait. Les lignes racontaient une lutte intérieure, entre amour et peur, confiance et trahison. Il sentit une présence derrière lui. « Je savais que tu finirais par trouver ça. » Il se retourna brusquement. C'était Gérard Lefebvre, le maire. Son regard était dur, empreint d'une colère contenue. « Pourquoi avoir gardé tout ça caché ?» demanda Julien, la voix ferme. « Pour protéger le village », répondit Gérard d'une voix rauque. « Il y a des choses que la vérité ne peut réparer. » Julien sentit l'écho d'un vieux dilemme, la justice contre la paix sociale. Mais comment faire taire un meurtre? Mireille et Élise voulaient révéler la vérité, déclara Gérard. Mais il y a des intérêts qui dépassent tout ça. Il fit un pas en arrière, comme s'il voulait disparaître dans l'ombre. Ce soir-là, Julien se replongea dans ses notes, cherchant un angle d'attaque. Il sentit qu'un jeu dangereux se dessinait, où chaque personnage cachait ses propres raisons, ses propres failles. Une pensée obsédante s'imposa, qui tirait réellement les ficelles? Le lendemain, Julien retrouva Antoine Vasseur, qui lui révéla un autre PAN du mystère. Le véritable manipulateur n'est pas celui qu'on croit, dit Antoine. Parfois, c'est celui qui sait se faire oublier, qui se glisse dans les silences. Ils décidèrent de collaborer, malgré leurs différences. En progressant, Julien sentit sa propre solitude s'épaissir. Il était devenu le gardien d'une vérité lourde, qui menaçait de le dévorer. Mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Dans les ruelles calmes de Clerval, le vent portait encore les murmures d'un secret enfoui. Les jours passaient, et la tension montait à Clerval comme un orage invisible. Julien sentait l'étau se resserrer autour de lui, et chaque visage qu'il croisait semblait dissimuler un masque fragile. Ce matin-là, il reçut un appel anonyme. Une voix tremblante, presque un souffle. « Ne creuse pas trop loin, Julien. Certains secrets doivent rester enterrés. » Le cœur battant, il raccrocha. Il savait que son enquête touchait à un point sensible. Julien retourna chez Mireille. La vieille femme semblait fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Tu dois comprendre, Julien, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Ce village est prisonnier d'un pacte invisible. » Elle lui raconta alors l'histoire oubliée d'un événement ancien, un secret collectif qui liait les familles de Clerval. Un silence imposé par peur, par culpabilité, par besoin de survie. « C'est ce pacte qui a tué Élise, dit-elle. Elle voulait briser ce cercle. » Plus tard, Julien se rendit à la maison de Gérard Lefebvre, le maire. Une ambiance lourde régnait dans le bureau, encombré de dossiers et de vieilles photos en noir et blanc. « Je veux comprendre, » dit Julien d'une voix calme. « Pourquoi protéger ce secret au prix du meurtre ?» Gérard posa une photo sur la table, celle d'un jeune garçon souriant. « Parce que ce secret est lié à mon fils, » avoua-t-il, la voix nouée. « Qu'a-t-il fait ?» demanda Julien, la curiosité piquée au vif. « Il a commis une erreur qu'on a voulu cacher pour préserver les apparences. » Le puzzle s'assemblait peu à peu, mais Julien sentait que la vérité complète restait hors de portée. Quelque chose ou quelqu'un manipulait l'histoire, les témoins, les souvenirs. Cette nuit-là, Julien reçut une lettre glissée sous sa porte. Celui qui creuse trop profond tombe dans ses propres pièges. Tu n'es pas seul à vouloir déterrer la vérité? Il sut que l'enquête venait de franchir un nouveau seuil, et que la partie était loin d'être terminée. Le vent d'automne hurlait contre les volets de la vieille maison où Julien s'était réfugié. Les ombres dansaient sur les murs, semblant murmurer des secrets anciens. Il relut la lettre, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Quelqu'un d'autre s'intéressait à cette vérité dangereuse, mais dans quel but? Le lendemain, Julien se rendit à la bibliothèque municipale. Il avait besoin de fouiller les archives, chercher les traces de cette histoire que Mireille avait évoquée. Les pages jaunies racontaient une vieille querelle, un accident mystérieux survenu 20 ans plus tôt. Une disparition non élucidée, étouffée par le silence collectif. Une photo attira son attention, une fête villageoise où l'on voyait un groupe d'enfants,
parmi eux le père du maire et un jeune homme étrange, au regard fuyant. Julien sentait une tension sourde qui liait ces événements anciens au meurtre récent d'Élise. Quel rôle jouait ce jeune homme? Il se décida à interroger Théo, l'adolescent solitaire qui semblait toujours présent, mais jamais vraiment visible. « Théo, dit-il doucement, tu sais plus de choses que tu ne le dis. » Pourquoi? Le garçon baissa les yeux, serrant les poings. « Parce que j'ai peur. De ce qu'il ferait si je parlais. » Julien comprit que la peur était la clé qui retenait toute la vérité prisonnière. Cette peur, c'était celle d'un secret trop lourd, que personne ne voulait voir éclater. Mais plus Julien avançait, plus il sentait l'ombre d'une manipulation puissante, quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre, jouant avec les peurs et les faiblesses de chacun. Alors qu'il quittait la maison de Théo, un coup de feu retentit dans la nuit. Julien courut vers la source du bruit, mais ne trouva qu'un vieux portail de jardin entrouvert, et une étrange trace de pas disparaissant dans l'obscurité. Il comprit alors que la partie venait de basculer. Cette enquête n'était plus seulement une quête de vérité, mais une lutte pour sa propre survie. Le froid mordant de la nuit semblait vouloir figer le temps lui-même. Julien serrait son manteau autour de lui, laissant en alerte. Le portail entrouvert grinça doucement sous le vent, comme une invitation à l'inconnu. Il suivit la trace des pas, malgré la peur qui lui nouait la gorge. Il s'enfonçait dans le bois, entre les troncs tordus et les fougères sauvages, jusqu'à déboucher sur une petite clairière baignée par la lumière blafarde de la lune. Au centre, un vieux banc de pierre, couvert de mousse, où gisait un objet incarné aux pages froissées, à moitié déchiré. Julien le ramassa avec précaution. À l'intérieur, des notes écrites à la hâte, des noms, des dates, des croquis. Une cartographie invisible des secrets du village. Un nom revenait sans cesse, le moine. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Le lendemain, Julien alla trouver le maire. Derrière son bureau encombré, l'homme paraissait fatigué, usé par des années de responsabilité et de compromis. « Vous savez ce que ce carnet signifie, monsieur le maire ?» Celui-ci déglutit, ses yeux trahissant une inquiétude profonde. « Julien, ce village a ses blessures. Certaines sont trop anciennes, trop douloureuses pour être rouvertes. Vous feriez mieux de laisser tomber. » Mais Julien n'était plus homme à reculer. « Je veux comprendre ce qui est arrivé à Élise. Et ce qui vous lie à le moine. » Le maire resta silencieux un long moment, avant de murmurer. « Le moine, c'était mon frère. » Ce lien personnel ajoutait une épaisseur nouvelle à l'enquête. Une histoire de famille, de trahison, et de rancunes enfouies. Julien comprit que le village tout entier tournait autour de cette vérité cachée. Et que pour dénouer cette toile, il devrait affronter bien plus que des mensonges, il devrait affronter les démons de son propre passé. Le vent du matin soufflait entre les ruelles étroites du village, soulevant les feuilles mortes dans un bruissement discret. Julien, désormais hanté par le secret du maire, savait que chaque habitant détenait une pièce du puzzle. Mais personne ne voulait parler. Il prit le chemin du vieux café, seul lieu où parfois la parole se déliait autour d'un verre. À l'intérieur, la lumière tamisée dessinait des ombres mouvantes sur les visages fermés. « Julien, » murmura Jeanne, la serveuse, en lui tendant un café. « Tout le village te regarde comme un étranger, tu sais. » « Je ne suis plus un étranger, » répondit-il doucement. « Je cherche la vérité. » Elle hésita, puis posa une main tremblante sur la sienne. Il disait que le moine était un homme brisé. Après la disparition de sa fille, il a changé. Certains pensent qu'il a sombré dans la folie. Julien se souvint du nom d'Élise et d'une promesse faite au bord de la tombe. « Tu sais où je peux le trouver ?» Jeanne hocha la tête. « Dans sa vieille maison au bout du chemin des Peupliers. Mais fais attention, il ne parle plus à personne. » La maison de Lemoine était une bâtisse isolée, rongée par le temps, qui semblait s'écrouler sous le poids des souvenirs. Julien frappa à la porte, le cœur battant. Une silhouette apparut, silhouette fragile et voûtée, les yeux brûlés par la douleur. « Je sais pourquoi vous êtes là, » dit le moine d'une voix rauque. « Je veux comprendre. Pour Élise. Pour ce village. » Le moine le regarda longuement, puis ouvrit la porte, laissant entrer le vent glacé. « Alors préparez-vous à affronter des vérités que vous n'imaginez pas. » La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe à pétrole vacillante. Le moine s'assit lentement sur un vieux fauteuil usé, ses mains tremblantes serrant un cadre photo terni. Julien resta debout, observant chaque détail de ce visage marqué par les années et le chagrin.
Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Élise, n'est-ce pas? Murmura le moine. Julien hocha la tête, les yeux rivés à l'homme qui fut autrefois le maire du village. Élise. Elle n'a pas disparu. Pas vraiment. Ce soir-là, elle a croisé quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui a changé la vie de ce village à jamais. Le moine prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait le courage d'un lourd aveu. Il y a un secret, Julien. Un secret que certains sont prêts à tuer pour garder. Vous êtes venu ici, mais il y a des forces en jeu bien plus grandes que vous ne l'imaginez. Un silence oppressant s'installa. Julien sentit la lourdeur de la menace dans l'air, mais aussi une étincelle d'espoir. Je ne partirai pas sans la vérité. Le moine le regarda intensément, puis dit enfin, à voix basse. Très bien. Je vais tout vous raconter. Le moine resserra son manteau élimé autour de lui, comme pour se protéger non seulement du froid, mais aussi du poids de ses souvenirs. Il posa le cadre photo sur la table bancale, où la poussière dansait au moindre souffle d'air. Écoutez bien, Julien. Élise, la fille du forgeron, avait ce don, elle voyait plus que les autres. Plus que ce qu'on voulait bien lui laisser voir. Un soir d'hiver, quelques jours avant sa disparition, elle s'est aventurée près du vieux moulin abandonné, là où plus personne n'osait aller depuis des années. Julien fronça les sourcils. Le moulin, lieu chargé d'histoire, de superstition. Le cœur du village battait encore autour de cette ruine. Ce soir-là, Élise a surpris une conversation. Une dispute, plutôt. Des voix graves, des menaces à peine voilées. Elle a entendu parler d'un plan, d'une affaire, qui concernait l'avenir de Clerval. Le moine baissa la voix, et ses yeux brillèrent d'une ombre douloureuse. Elle avait découvert une machination, Julien. Quelque chose qui impliquait des hommes puissants, des habitants en apparence respectables. Ils voulaient vendre des terres à une entreprise étrangère au prix fort, évidemment, et se débarrasser de ceux qui s'opposaient à eux. Élise, dans son innocence, avait compris que le village risquait d'être vendu aux enchères, comme un simple bien matériel. Julien sentait la colère monter en lui. Trahir un village entier pour de l'argent? C'était inacceptable. Elle a essayé de prévenir les siens. Mais ils ne voulaient pas l'écouter, ou plutôt, ils avaient peur. Très vite, Élise est devenue une menace. Et ceux qui avaient le plus à perdre ont décidé qu'elle devait disparaître. Une larme coula sur la joue de le moine. J'ai essayé de la protéger, mais je n'ai pas été assez rapide. Depuis ce jour, Clerval vit sous une chape de silence et de peur. Mais toi, Julien, tu peux briser ce cercle. Julien serra les poings. Il sentait que cette histoire allait bien plus loin qu'un simple meurtre. Derrière les murs tranquilles de Clerval, se jouait une bataille féroce pour le cœur même du village. Julien se glissa dans la pénombre du vieux café du village, là où les chuchotements circulaient plus vite que le café noir servi dans des tasses ébréchées. Assis à une table dans l'ombre, il attendait. L'homme qu'il venait voir ne tarderait pas. À l'heure convenue, la porte grinça, et une silhouette imposante entra, le pas lourd. C'était Marcel Duvent, propriétaire du terrain jouxtant le moulin. Homme d'affaires avisé et influent, il avait l'allure d'un seigneur à Clerval, une ombre dans la lumière tamisée. « Vous êtes venu seul, Julien ?» lança Marcel avec un sourire froid. « Toujours, » répondit Julien sans se départir de son calme. Il posa sur la table une photographie d'Élise. Le regard de Marcel se durcit. « Qu'est-ce que vous voulez, exactement ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Vous savez pourquoi je suis là. Élise savait ce que vous maniganciez. Elle voulait sauver le village, mais vous l'avez réduite au silence. » Marcel ricana, un son rauque, presque méprisant. « La vérité est plus compliquée que ça. Elle s'est mise en danger toute seule, avec ses idées naïves. Ce village n'a jamais été un sanctuaire. Il y a toujours eu des forces qui tirent les ficelles. » Julien posa son regard droit dans celui de Marcel. « Alors expliquez-moi pourquoi vous avez été vu près du moulin la nuit où Élise a disparu. » Le visage de Marcel se ferma. Il se pencha légèrement, sa voix devenant un murmure glacé. « Vous jouez un jeu dangereux, détective. Mais je vous conseille de faire attention à ce que vous révélez. Ici, les loyautés sont fragiles, et les masques tombent vite. » Julien se leva lentement, laissant sur la table la photo d'Élise comme une accusation muette. « Je ne partirai pas avant d'avoir la vérité. » Marcel le suivit du regard, un mélange de défi et de crainte dans ses yeux.
La partie venait de commencer, et les cartes étaient loin d'être toutes sur la table. Julien s'était retiré dans la petite chambre de la pension où il logeait, une pièce minuscule éclairée par une lampe à faible intensité. Il posa la photo de la victime sur la table, et s'installa lourdement dans le fauteuil usé. La façade calme de ce village cachait quelque chose d'indicible, et il le sentait au plus profond de lui-même. Chaque visage semblait porter un secret, un poids. Il ferma les yeux, laissant remonter les souvenirs d'une affaire non résolue, celle qui l'avait poussé à quitter la ville et à s'enfermer dans ce silence. Un bruit à la fenêtre le fit sursauter. Il tourna la tête et vit la silhouette d'une femme, enveloppée dans une écharpe, qu'il observait depuis la rue. C'était Claire, la pharmacienne. Une des rares personnes qui n'avait pas fui son regard depuis son arrivée. « Vous devriez faire attention, détective, ce village n'aime pas qu'on dérange ses morts, dit-elle doucement, presque en chuchotant. Julien la regarda longuement, intrigué. Elle lui apportait souvent des informations, des murmures de couloir, des détails qu'aucun autre ne partageait. Mais cette fois, son avertissement sonnait plus grave, chargé d'une menace voilée. « Et pourtant, c'est précisément pour ça que je suis là, répondit-il, la voix ferme, quoique fatiguée. Elle hocha la tête, consciente qu'elle ne pourrait rien lui cacher. Alors, faites attention à vous, Julien. Parce que ce que vous cherchez pourrait bien vous trouver aussi. Dans cette phrase, il y avait plus qu'un simple avertissement. Il y avait un pressentiment, un danger qui ne demandait qu'à exploser. Julien se redressa. Le combat venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Julien décida de retourner sur les lieux du crime, dans cette vieille maison en bordure du village que tout le monde évitait désormais. Le vent faisait craquer les volets et portait une odeur de renfermé, mêlée à celle de la terre humide. Chaque pas dans le jardin envahi par les mauvaises herbes semblait réveiller des souvenirs figés dans le temps. Il scruta les murs défraîchis, les fissures qui couraient comme des cicatrices sur la façade. Au-delà du visible, il sentait qu'une histoire plus complexe s'écrivait ici. Soudain, un détail attira son regard, une empreinte de chaussure, fraîche, imprimée dans la boue du sentier. Julien s'agenouilla, observa, puis sortit un petit carnet pour la noter. Ce n'était pas un simple visiteur du village. Quelqu'un était revenu récemment. Dans un mélange de fatigue et de détermination, il laissa ses pensées vagabonder vers son propre passé, hanté par une affaire qui lui avait coûté tout ce qu'il avait, une erreur, un faux pas, un homme qu'il n'avait pas su sauver. Il se revoyait dans ce bureau à Paris, la lumière blafarde, le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, et cette voix dans son oreille, « Julien, tu dois faire mieux. » Mais ce jour-là, il avait failli. Cette blessure intime le poussait à avancer dans cette enquête avec une obsession presque douloureuse. Parce qu'il savait, cette fois, il ne pouvait pas échouer. Soudain, un bruit derrière la maison le fit sursauter. « Qui va là ?» lança-t-il, la main glissant instinctivement vers sa ceinture. Une silhouette se découpa dans la pénombre. C'était le maire du village, un homme trapu au visage buriné, qui le regardait avec une méfiance mêlée de rancune. Ce village n'a rien à cacher, détective. Mais certains secrets sont dangereux, mieux vaut ne pas les réveiller. Julien sentit que ce face-à-face n'était que le début d'un jeu beaucoup plus cruel. Julien observa le maire d'un regard froid, cherchant à percer les non-dits dans ses paroles. « Secret dangereux », répéta-t-il lentement, le souffle chargé de brume matinale. « Vous sous-entendez qu'il y a plus dans cette affaire que ce meurtre ?» L'homme hocha la tête, ses yeux sombres trahissant une inquiétude sincère. Ce village porte ses blessures sous silence depuis des années. Mais la vérité, elle peut détruire bien plus que des vies. Julien fronça les sourcils. Il sentait que le maire ne lui disait pas tout. Pourtant, il fallait creuser, au risque de briser la fragile paix qui régnait ici. Le détective reprit sa route, le carnet serré dans sa main, les pensées en tourbillon. Il se rappela la première fois qu'il avait posé le pied dans ce village, il y a 10 jours, au début de l'enquête. Le calme presque surnaturel, les regards fuyants, la peur contenue. Il comprenait maintenant que ce meurtre n'était que la partie émergée d'un iceberg fait d'anciennes rancunes, de mensonges enfouis et de rancunes anciennes. Arrivé chez lui, un modeste appartement aux murs couverts de livres et de photos jaunies, Julien s'installa à son bureau. Il ouvrit son ordinateur, relut les notes, et commença à établir les connexions. Il revit le visage de la victime, Claire Morel, une institutrice appréciée, mais dont la vie cachait plus de zones d'ombre qu'il n'y paraissait. Quelques messages anonymes envoyés à la police, une liaison secrète, un passé qu'elle avait voulu enterrer.
Le détective s'enfonça dans ses réflexions, et dans le silence de la pièce, les ombres semblaient prendre vie. Puis, comme un éclair dans la nuit, une intuition surgit. Julien prit son téléphone, composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. « Allô ?» répondit une voix rauque, distante. « C'est moi, Julien. J'ai besoin de ton aide. Cette enquête est plus complexe que je ne pensais. » Un silence. Puis, la promesse d'une collaboration qui pourrait bien changer le cours des choses. Le téléphone toujours en main, Julien sentit une légère pression dans sa poitrine, comme si ce coup de fil faisait basculer la partie invisible de son enquête. Quelques minutes plus tard, la silhouette de Luc Morel, un ancien journaliste devenu détective privé, entra dans le bureau exigu de Julien. Ils s'étaient connus des années auparavant, sur une autre affaire, où leur collaboration avait fait des étincelles. Luc observait les notes étalées sur le bureau, les photos, les croquis du village. Claire n'était pas qu'une institutrice modèle, murmura Luc en passant une main sur une vieille photo. Elle a laissé des traces dans la presse, un article à propos d'un trafic caché. Julien acquiesça, ouvrant son ordinateur pour montrer à Luc les mails anonymes reçus par la police, des menaces voilées, des avertissements codés. Quelqu'un voulait l'empêcher de parler. Quelqu'un avec beaucoup à perdre. Ils se levèrent d'un commun accord, décidés à remonter la piste. La lumière tombante du soir colorait le village d'un rouge incandescent. Les rues vides semblaient garder le souffle des secrets qu'elles avaient vus naître. Les deux hommes marchèrent vers la maison de Claire, une bâtisse simple mais soignée, entourée d'un jardin à moitié abandonné. « Il faut qu'on parle à ses voisins, à ses élèves », proposa Luc. « Peut-être que quelque chose nous échappe. » Le vent glissa entre les branches, comme un murmure porté par les esprits du village. À mesure qu'ils interrogeaient, Julien sentait monter un malaise sourd, des regards qui s'évitent, des silences lourds, des vérités cachées sous des couches d'oubli. Mais une chose était sûre, la façade tranquille de ce village était un leurre. Et le meurtre de Claire n'était que la première pierre d'un édifice bien plus sinistre. Le soleil venait de disparaître derrière les collines lorsque Julien et Luc arrivèrent devant la vieille ferme des Dumas, un des rares voisins directs de Claire. La bâtisse semblait abandonnée, les volets claquant sous le vent froid de la soirée. « Tu es sûr qu'il est encore là ?» murmura Luc, son regard perçant cherchant dans l'ombre. Julien hocha la tête. « C'est lui ou personne. Et s'il sait quelque chose, il ne voudra pas en parler facilement. » Ils poussèrent la porte grinçante et entrèrent. L'air était chargé d'une odeur âcre, un mélange de poussière, de bois humide et d'alcool rance. Au fond de la pièce principale, une silhouette se redressa brusquement. Un homme, le visage marqué par les années, les yeux cernés, les mains tremblantes serrant une vieille bouteille. « Qu'est-ce que vous voulez ?» grogna-t-il. Julien s'avança calmement. « Monsieur Dumas, nous enquêtons sur la mort de Claire. Vos voisins disent que vous étiez proche d'elle. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. » L'homme ricana, un son rauque qui fit vibrer le silence. « Proche, hein ? Peut-être. Mais les secrets d'un village, ils se gardent entre murs. Pas question que je parle. » Luc s'approcha d'un pas, « On ne veut pas vous faire de mal. Juste des réponses. Vous avez vu quelqu'un d'étrange ces derniers jours ?» Un long silence. Puis, soudain, l'homme poussa un cri bestial et attrapa un vieux fusil posé près de la cheminée. « Allez-vous-en. Je ne veux pas de problème. » Julien et Luc échangèrent un regard. L'atmosphère venait de basculer. Julien murmura à Luc, « Calme-toi, on peut gérer ça. » Luc avança lentement, main levée, parlant d'une voix basse et posée. « Personne ne veut de conflit, on est là pour la vérité. Lâche cette arme. » Le vieil homme vacilla, les mains tremblant de plus en plus. Dans un mouvement rapide, Luc saisit le fusil par le canon et le détourna. Un claquement sec retentit dans la pièce. Le fusil se déchargea, la balle fusa vers le mur, éclatant une vieille photo en 1000 morceaux. Le silence revint, lourd. L'homme, les yeux embués de larmes, tomba à genoux. « Je voulais juste protéger ceux que j'aime. » balbutia-t-il. Julien s'agenouilla près de lui, posant une main ferme sur son épaule. « Alors parlez-nous. Aidez-nous à protéger ce village. » L'homme resta immobile un instant, les épaules secouées par un sanglot contenu. Puis, d'une voix rauque, il commença à parler. « Claire. Claire n'était pas celle que vous croyez. Elle avait ses secrets, comme nous tous ici. Elle connaissait des choses.
des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Julien et Luc échangèrent un regard chargé de tension. « Quelle chose ?» demanda Luc doucement. « Il y a des années, avant même que je m'installe ici, un homme est venu au village. Un homme dangereux, un manipulateur. Il voulait contrôler tout ce petit monde. Il a menacé, fait chanter, détruit des familles. » « Et Claire ?» demanda Julien. Elle a découvert qui il était vraiment. Elle a voulu se révolter. Mais ce type, il ne recule devant rien. Elle a essayé de me prévenir, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Je pensais que ce n'était que des histoires. Maintenant, c'est trop tard. Un frisson parcourut l'échine de Julien. Cette histoire dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Tu sais où trouver cet homme ?» demanda Luc. « Peut-être, mais il est rusé, il se cache derrière des masques, des faux semblants. Vous devrez être prudent. » Julien se redressa, le regard dur. « On a déjà perdu une vie. On ne perdra pas la suivante. » Dehors, le vent s'était levé, emportant avec lui les murmures du passé et le poids des vérités enfouies. Claire avait toujours été une énigme pour les habitants du village. Souriante en apparence, elle cachait derrière ses yeux verts une profondeur insondable, une souffrance que peu percevaient. Dans sa jeunesse, elle avait vécu en ville, loin de ce village paisible. C'est là qu'elle avait rencontré Marc Delval, un homme charismatique au sourire enjôleur, mais dont le regard trahissait une froideur calculée. Marc n'était pas un homme ordinaire. Sous ses airs de businessman, il entretenait des relations troubles avec le monde de la criminalité organisée. Claire, naïve au départ, était tombée sous son charme. Mais rapidement, elle découvrit la face sombre de Marc, manipulation, menaces, et surtout, un réseau de chantage qui s'étendait bien au-delà de la ville. Lorsque Claire menaça de tout révéler, Marc la traqua jusque dans ce village, où elle avait trouvé refuge. C'est là qu'elle commença à rassembler preuves et témoignages, espérant un jour dénoncer l'homme qui détruisait des vies. Mais Marc n'était pas homme à se laisser faire. Utilisant ses contacts, il infiltra le village, sema la peur, divisa les habitants. Claire devint alors cible. Dans ses carnets secrets, retrouvés chez elle, Julien trouva des phrases griffonnées à la hâte. Ils ne comprennent pas. Je suis seul. Si je disparais, ce sera à cause de lui. Je dois protéger les miens, coûte que coûte. L'intensité de ces mots fit naître en Julien une nouvelle détermination. Il comprit que l'enjeu dépassait largement ce meurtre, c'était une lutte contre un mal qui rongeait de l'intérieur. Julien retourna chez Claire une dernière fois avant que la police ne scelle la maison. L'air chargé d'humidité, la lumière blafarde de la lampe torche éclairait à peine les étagères remplies de livres, de vieux dossiers, et surtout, d'une pile de carnets reliés par des élastiques. Il attrapa le plus épais, l'ouvrit doucement. Les pages, jaunies par le temps, regorgeaient de notes, de dessins, de noms rayés ou soulignés avec une nervosité palpable. Au fil de la lecture, une image se dessinait. Claire avait tenté de rassembler des preuves contre Marc Delval, son ancien amant, dont l'influence corrompait tout autour de lui. Julien sentit le poids de la menace s'alourdir. Il comprenait maintenant pourquoi Claire avait peur, pourquoi elle s'était isolée. Cette histoire n'était pas qu'un meurtre, c'était un combat contre un réseau invisible qui tirait les ficelles dans l'ombre. Au même moment, un bruit sourd retentit derrière la porte. Julien sursauta. Quelqu'un était là, dehors, guettant, peut-être prêt à frapper à nouveau. Il rangea précipitamment les carnets dans son sac et sortit dans la nuit noire, le cœur battant. Julien s'engagea dans la ruelle sombre qui longeait la maison de Claire. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes et les vieux papiers, créant une ambiance presque irréelle, entre le réel et le cauchemar. Il sentait le regard invisible de quelqu'un posé sur lui, un poids oppressant qui l'obligeait à accélérer le pas. Soudain, un craquement sec retentit derrière lui. Il se retourna brusquement, son cœur cognant contre ses côtes, mais il ne vit rien d'autre que les ombres projetées par les réverbères. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix rauque, pourtant sans réponse. Il reprit sa course, mais la peur commençait à ronger ses pensées. Il se mit à penser à Claire, à ses carnets, à Marc Delval. Ce nom revenait sans cesse, un serpent dans son esprit. Puis, sur le trottoir, il aperçut une silhouette svelte, accroupie dans l'ombre, presque invisible. « Attends !» cria Julien, en se précipitant vers elle. La silhouette se releva vivement et s'élança dans une course effrénée à travers les ruelles. Julien se lança à sa poursuite, chaque pas résonnant comme une sentence. Au détour d'une intersection, la silhouette glissa,
tomba à terre, et Julien put enfin la rattraper. Il reconnut alors le visage pâle de Mathilde, la sœur de Claire, dont il ignorait jusqu'ici l'existence. Essoufflée, elle murmura, « Tu ne dois pas avoir ces carnets. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Julien fronça les sourcils, cherchant à comprendre, mais avant qu'il puisse poser une question, elle s'évanouit presque dans ses bras. Julien posa délicatement Mathilde sur le banc en bois, son souffle court trahissant son état de choc. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, inquiet. Elle secoua faiblement la tête, les yeux pleins de terreur. « Ce n'est pas ce qui est important. Ce sont les carnets. Si tu les as, tu es déjà en danger. Marc Delval n'est pas l'homme qu'il laisse paraître. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait l'image publique de Delval, un homme d'affaires respecté, un philanthrope local, apprécié de tous. Mais derrière ce masque, que cachait-il? Mathilde reprit, la voix tremblante. Il manipule tout le village, Julien. Les gens, les autorités, même Claire. Elle a découvert des secrets sur lui, des vérités qu'il voulait garder enfouies. Quelle vérité? Demanda Julien, s'accrochant à chaque mot. Des affaires illégales, du trafic, des menaces. Claire voulait tout révéler, c'est pour ça qu'elle a disparu, ou pire. Un silence lourd s'installa. Julien comprit que ce dossier dépassait de loin une simple enquête de meurtre. Nous devons être prudents, dit-il. Je vais protéger les carnets, et toi, tu dois rester caché. Mathilde hocha la tête, le regard déterminé. Ensemble, on va faire tomber Delval. Julien sentit pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. Mais il savait que la route serait dangereuse, et que chaque pas les rapprocherait du bord du précipice. Julien passa les jours suivants à analyser les carnets, déchiffrant les notes griffonnées à la hâte, les adresses, les noms codés, les dates. Chaque page révélait un PAN obscur du village qu'il n'aurait jamais imaginé. Le nom de Delval revenait sans cesse, souvent associé à des sommes d'argent importantes, des rendez-vous dans des lieux isolés, et surtout, des menaces à peine voilées. Mais ce qui attira particulièrement son attention, c'était une série de lettres écrites dans un style crypté, comme si Claire avait voulu laisser un message secret à quelqu'un en cas de danger. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les carreaux, Julien fit une découverte troublante, les initiales MD revenaient dans plusieurs passages liés à des disparitions inexpliquées. Il avait l'impression que Delval avait tissé une toile bien plus vaste que ce qu'il pensait. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message anonyme, arrête de chercher ou tu seras le prochain. Julien sentit une colère sourde monter en lui. Ce message était un défi. Il n'était plus question de simple enquête, c'était une guerre silencieuse. Il décida de rendre visite à Claire, persuadé qu'elle détenait la clé pour dénouer cette affaire. En arrivant chez elle, il trouva la porte entr'ouverte, signe que quelqu'un était passé récemment. À l'intérieur, un silence oppressant, et sur la table, un carnet semblable à ceux de Claire, marqué d'un seul mot, vérité. Alors que Julien s'en saisissait, un bruit derrière lui le fit sursauter. « Tu es tenace, Julien », dit une voix glaciale. Il se retourna lentement. Delval. L'homme était là, imposant, le regard dur, un sourire cruel aux lèvres. « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques », ajouta-t-il en s'approchant. Julien serra les poings. Il était prêt. « Je ne reculerai pas. La vérité doit sortir, coûte que coûte. » 6 mois plus tôt, dans une petite maison en bordure du village. Claire était assise à la table de la cuisine, ses mains tremblantes serrant une tasse de café refroidi. Devant elle, un homme élégant au regard perçant, Delval, venait d'entrer, un léger sourire en coin, mais ses yeux trahissaient une froideur implacable. « Tu sais pourquoi je suis là, Claire ?» dit-il d'une voix calme mais ferme. Elle détourna le regard, serrant les dents. Elle connaissait cet homme mieux qu'elle ne voulait l'admettre. Il était venu plusieurs fois, d'abord comme un voisin, puis comme une menace subtile. « Je ne veux pas de problème, murmura-t-elle. « Ce n'est pas une demande, répondit Delval. C'est un ordre. Tu as des informations. Des choses que tu as vues, entendues. Des choses qui pourraient compromettre certaines personnes. » Il posa une enveloppe sur la table. « Ceci est pour toi. Une compensation. Pour que tu gardes le silence. » Claire regarda l'enveloppe, puis releva les yeux, défiant l'homme qui l'avait intimidé pendant des mois. « Tu crois que l'argent peut tout acheter ? Tu te trompes. » Delval se pencha,
sa voix devenant plus basse, presque un murmure glacial. Tu as deux choix, Claire. Soit tu coopères, soit tu disparais. Le poids de la menace était tangible, étouffant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas lutter seule, mais elle refusait de se plier à sa volonté. Je ne serai pas ton pion, dit-elle avec détermination. Un silence pesant suivit, puis Delval se redressa, le sourire figé. Très bien. Mais souviens-toi, je surveille chacun de tes mouvements. Il tourna les talons et quitta la maison, laissant Claire seule avec ses peurs et ses secrets, consciente que chaque jour pouvait être le dernier. Après le départ de Delval, Claire resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle venait d'entrer dans un jeu dangereux, où chaque faux pas pouvait lui coûter la vie. Pourtant, une part d'elle refusait de se laisser écraser. Les jours suivants, elle multiplia les précautions. Elle changea ses habitudes, évita les lieux où elle pouvait être suivie, parla peu à ses voisins. Mais la peur grandissait en elle, sourde et oppressante. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village, Claire entendit des pas lourds près de sa fenêtre. Elle se figea, le souffle court, et regarda dehors. Une silhouette s'éloignait rapidement, disparaissant dans l'obscurité. Ce fut le point de rupture. Elle comprit que rester seule était une erreur. Il fallait trouver de l'aide, même si c'était risqué. Elle contacta alors Julien, l'unique personne en qui elle avait confiance, même s'il ne s'était jamais vraiment rapproché. Julien, avec sa ténacité et son instinct de détective, était peut-être sa seule chance de sortir de ce piège vivant. Mais en appelant Julien, elle savait qu'elle ouvrait une porte vers un monde où les apparences étaient trompeuses, où les alliés pouvaient devenir ennemis, et où chaque vérité révélée pouvait retourner contre elle. Julien referma lentement le carnet qu'il tenait entre les mains. La lumière blafarde de la cuisine du gîte de Claire révélait les cernes sous ses yeux et la crispation de sa mâchoire. Ce qu'il venait de lire, les notes griffonnées de Claire sur sa relation avec Delval, le laissait à la fois révolté et troublé. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, souffla-t-il. Claire, debout contre l'évier, évitait son regard. Et faire quoi? Tu étais encore flic à ce moment-là. Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. Je ne savais pas si quelqu'un le pouvait. Julien secoua la tête. Il comprenait. Et pourtant, une colère froide bouillonnait en lui. Contre Delval. Contre l'institution qu'il avait couvert. Contre lui-même, peut-être, pour n'avoir rien vu. Il est revenu ici, murmura Claire. Il veut que je me taise. Il pense que tout peut recommencer comme avant. Mais il a changé, Julien. Ce n'est plus le même homme. Ou peut-être qu'il l'a toujours été, et que je n'ai jamais voulu le voir. Julien se leva, s'approcha d'elle. Ce n'est pas toi qui as fermé les yeux. C'est lui qui a tout masqué. Et moi, je vais lui enlever le masque. Claire releva la tête. Pour la première fois depuis des semaines, elle vit dans les yeux de Julien cette lueur obstinée, cette détermination glacée qui l'avait rendu redoutable sur le terrain. Il y a autre chose, dit-elle d'une voix tremblante. Quelqu'un d'autre est mêlé à tout ça. Je crois qu'il n'agit pas seul. Julien acquiesça lentement. Je m'en doutais. Et j'ai peut-être une piste. Le portable de la victime du sentier, tu te souviens? J'ai récupéré les données. Il y a eu plusieurs appels avant sa mort, toujours vers un numéro masqué. Et des messages cryptés. Mais l'un d'eux fait référence à la Maison Rouge. Claire blêmit. La Maison Rouge. Je connais cet endroit. C'est une vieille bâtisse en ruine, en bordure du bois de Fontgrave. Personne n'y va. Il y avait des rumeurs, quand j'étais gamine. On disait que c'était hanté. Mais surtout, on disait que des types s'y retrouvaient la nuit. Des hommes du coin, influents. Que c'était un genre de club privé. Julien nota mentalement l'information. Tout s'imbriquait peu à peu. Alors c'est là qu'on ira. Ce soir. La nuit était tombée sur le village, étouffante, pesante. Le gîte était plongé dans le silence. Dans la ruelle, les pas de Julien résonnaient sur les pavés. Claire à ses côtés gardait la tête basse, capuche relevée. Il marchait sans un mot, en direction de la lisière du bois. La Maison Rouge n'apparaissait sur aucune carte récente. Elle avait été oubliée, volontairement effacée. Mais elle existait encore. Perdue entre les arbres, dissimulée derrière des murs de pierre couverts de mousse. Ils l'atteignirent en silence. L'endroit semblait abandonné.
Mais alors qu'ils approchaient, une faible lumière tremblotante s'échappa par une fente dans un volet pourri. Julien s'arrêta. Il sortit son arme. Claire se figea. « Tu es sûr ?» Trop tard pour reculer. Ils contournèrent la bâtisse, prudemment. Une porte arrière, entr'ouverte, grinçait doucement sous le vent. Julien passa le premier. À l'intérieur, l'air était moisi. Une odeur de vieux bois, de terre humide et de cire brûlée. Ils avancèrent à pas feutrés. Soudain, des voix étouffées se firent entendre, derrière une cloison. Julien se plaqua contre le mur, tendit l'oreille. « Pas question qu'elle reparle », disait une voix grave. « Elle doit disparaître, comme les autres. » « Et si l'autre fouineur la protège ?» interrogea une seconde voix. « Alors il disparaît avec. » Claire pâlit. Julien leva les yeux vers elle. Il reconnut la voix principale. C'était Delval. Mais l'autre, lui, était inconnu. Et quelque chose, dans son timbre, dans la façon dont il avait parlé, lui fit froid dans le dos. Julien arma lentement son pistolet, le doigt posé contre la détente. À ses côtés, Claire retenait son souffle. Les deux voix derrière la cloison continuaient à discuter, inconscientes de l'orage qui s'apprêtait à éclater. « Tu crois qu'il sait ?» demanda la voix grave, celle de Delval. « Il fouille partout. Il était au cimetière. Il est allé voir l'ancien médecin du village. Il remue le passé, Julien est dangereux. » Julien sentit ses muscles se tendre. Le complice connaissait ses mouvements. Il était suivi. Mais comment? Claire toucha son bras, et d'un signe silencieux, lui montra un interstice entre deux planches du mur adjacent. Julien s'y glissa, l'œil contre la fente. Ils étaient deux. Delval, vieilli mais toujours aussi imposant. Et en face de lui, l'adjoint du maire. Gérald. L'homme discret, toujours en retrait, que tout le monde trouvait sympathique. Le choc fut immédiat. Gérald, murmura Julien, à peine audible. Claire écarquilla les yeux. Elle aussi le connaissait. Mieux qu'il ne l'aurait cru. Julien recula doucement. Il devait appeler des renforts. Mais le réseau ne passait pas. Et s'ils attendaient, Claire ne serait plus là demain. Il le savait. Il vit la peur dans ses yeux. Et la même certitude dans les siens. Alors il prit une décision. Il entra. Fin de la partie. Delval se retourna brutalement, stupéfait. Gérald bondit en arrière, sa main glissant vers la ceinture de son pantalon. « Bouge pas !» hurla Julien. « Une seule main en direction de ton arme, et je te descends. » Claire entra à son tour. Elle fixait Delval. Son ancien bourreau. L'homme qu'elle avait aimé, puis craint, puis haï. « Tu te caches derrière des complicités maintenant ?» demanda-t-elle froidement. « Tu n'es qu'un lâche. » Delval esquissa un rictus amer. « Tu n'as jamais compris ce qu'on a construit ici, Claire. Ce village, il repose sur des secrets. Des pactes. Des silences. Tu crois que ce monde-là peut survivre si tu le dénonces ?» Julien répliqua d'une voix glacée. « Ce monde-là mérite de tomber. » Gérald tenta un geste brusque. Julien tira. La balle le toucha à l'épaule, le projeta au sol. Il hurla, mais resta vivant. Delval se figea, soudain blême. Il n'avait jamais vu Julien tirer sans sommation. Il comprit qu'il ne bluffait plus. « Tu vas payer pour tout ça » murmura Claire. « Pour moi. Pour ce jeune homme tué dans le sentier. Pour les années de peur. » La lumière de la maison rouge vacilla. Comme si l'ombre du passé quittait les lieux. Quelques semaines plus tard. Le procès de Delval et de son complice fit la une des journaux régionaux. On découvrit que derrière les meurtres se cachait un réseau d'influence ancré dans la région depuis des décennies. Claire témoigna, la voix ferme. Elle brisa le cercle du silence. Julien, de son côté, refusa de revenir dans la police. Il avait compris que sa place n'était plus là. Mais il resta dans le village. Il y avait trouvé autre chose. Une forme de rédemption. Un amour fragile, discret, mais sincère. Avec Claire. Parfois, le soir, ils marchaient ensemble jusqu'à l'orée du bois. Le vent soufflait à travers les branches, fredonnant une vieille chanson oubliée. Le village avait changé.
Ou peut-être étaient-ce eux, qui voyaient enfin les choses avec des yeux clairs. Julien savait que d'autres batailles viendraient. Que le mal, parfois, portait des visages familiers. Mais cette fois, il ne détournerait plus le regard. Et il ne serait plus seul.